Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la semaine. D'ailleurs, on s'était dit avec Jules qu'on n'avait pas de nom pour cet épisode. On a les actus de la semaine le lundi, mais pas pour le jeudi. Donc si jamais, n'hésitez pas à nous donner des idées de noms, qu'on puisse enfin nommer cet épisode. N'hésitez pas, vous m'écrivez sur Insta. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour le thème de l'épisode qui est investir quand on habite dans une grande métropole. J'ai eu pas mal de DM là-dessus me disant oui, j'habite à Paris, j'habite à Nice, enfin dans des coins où effectivement le prix au mètre carré est cher. Donc on va voir ça aujourd'hui, mais juste avant, pour les personnes qui souhaiteraient investir, qui n'ont pas encore acheté, ou même les curieux, qui aimeraient avoir une méthode d'investissement, celle qu'on utilise nous depuis le début, qui nous ont quand même permis d'acheter plus ou moins 3 millions d'immobilier et qu'on fait appliquer à tous nos investisseurs. On a préparé une vidéo qui est gratuite et qui explique pas à pas comment acheter son premier bien dans l'immobilier. Donc n'hésitez pas, le lien est en bio et on démarre tout de suite avec l'épisode. Investir quand on habite dans une grande métropole, c'est un grand sujet. Est-ce que c'est impossible déjà? Alors, dans les métropoles même, Trouver rentable, hein, j'entends. oui, C'est surtout ça, parce qu'acheter, c'est pas trop dur. acheter, ça le fait. Et je sais que la majorité de ceux qui écoutent le podcast, c'est normal, ils sont étudiants, vous faites vos premiers jobs, donc forcément vous êtes région parisienne, vous êtes à Lyon, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Marseille, vous êtes à Montpellier, vous êtes à Nantes, vous êtes vraiment dans des villes où les prix au mètre carré sont chers, et en plus ça donne souvent une fausse connaissance du marché immobilier français, parce qu'en fait on s'imagine que la France est un pays où l'immobilier coûte cher, et en fait il coûte cher dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'il coûte cher dans peut-être 5% du territoire français, et dans le reste du territoire on est en moyenne entre 1000 et 2500 euros le mètre carré maximum, soit des choses qui sont abordables. La réalité c'est que malheureusement le travail en France est très concentré dans les grandes villes, ça, parce qu'en fait on est un pays du tertiaire. Et les pays du tertiaire, en fait, ils ont besoin de bureaux, ils ont besoin d'infrastructures au niveau d'internet, au niveau de ce que les villes peuvent fournir. Donc en fait, on est un pays où l'activité économique est extrêmement concentrée. C'est moins le cas dans d'autres pays. Tu vois, en fait, dans un pays industriel, entre guillemets, des industries, t'as pas besoin que ton industriel soit forcément à Paris. Ton industriel a besoin d'être proche d'un port, d'être proche d'une source d'énergie. C'est pas du tout la même logique. Et c'est vrai que le fait que les industries aient fermé et que du coup aujourd'hui les nouvelles générations, pour avoir des jobs et pour tout simplement être payées, sont obligés d'aller dans les grandes villes pour majoritairement bosser dans le tertiaire, fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, quand on est là en mode j'aimerais bien acheter, on est dans des villes où on va être à 4, 5, 6, voire parfois 10 000 euros du mètre carré, et très clairement dans ces conditions, c'est quasiment impossible de trouver du 10% de rentabilité. Ouais, c'est surtout que je pense que tout le monde pense que, en fait, quand on est dans une ville, en fait, ça s'étend à toutes les autres villes qui sont autour, tu vois, le prix au mètre carré. Alors qu'en réalité, dès que vous sortez des grandes métropoles, c'est un peu le tissu économique de la région qui est largement plus bas. Donc, en fait, peut-être ça devient le premier conseil, mais c'est peut-être un petit peu de s'éloigner, je pense, de la grande ville. Et est-ce que tu penses que déjà, d'une manière générale, parce que nous, les jeunes, généralement, on est obligé de faire nos études en métropole. Les universités sont en métropole, donc Dans les métropoles, dans les métropoles, pardon. Et du coup, on est obligé de on démarre généralement notre vie active dans les métropoles, mais en soi, est-ce que maintenant, avec le contexte un peu tendu en France, est-ce que les gens déjà déménagent pas un peu dans les villes plus moyennes? Tu Je vois, pense les que villes où vraiment avant tu disais pas y a ton daron pour habiter là, tu vois. beaucoup veulent des fois retourner tout simplement dans la ville de leurs parents, dans la ville où ils ont grandi, mais c'est une double problématique dans le sens que déjà faut trouver un job quand tu veux retourner chez tes parents. Et ce qui se passe souvent, c'est que malheureusement, quand les gens retournent dans la région où ils ont grandi, c'est souvent qu'ils ont plutôt démissionné de leur job à Paris. La plupart du temps, c'est quand même plutôt comme ça qu'on le voit, parce que déjà, tu as une problématique d'emploi, et après, tu vas voir également une problématique de, quand même, tu peux pas habiter au milieu de rien non plus aujourd'hui. Tu vois, c'est sûr que quand t'as l'habitude de sortir un petit peu, quand t'as besoin d'avoir des magasins, d'avoir une salle de sport, c'est normal. Tu vois, tu peux pas non plus habiter en campagne, sauf si t'es vraiment dans le DEL de retourner à la terre et de redevenir plus ou moins agriculteur ou exploitant agricole ou autre, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette question-là. En plus, il y a quand même une grosse partie aussi du territoire français où il y a quasiment rien, tu vois, on va pas se mentir, mais il y a des départements qui sont vides où il y a ouais, ça, il y a où les massifs notamment, enfin à part les Alpes où il y a beaucoup de stations de ski, mais tu vas avoir beaucoup d'endroits où entre guillemets il y a rien, il y a des forêts, tu vois.
et qui sont parfois pas très bien desservis en plus en termes d'infrastructure routière. Donc tu te retrouves vite à devoir faire énormément de kilomètres pour aller faire quoi que ce soit, ne serait-ce déjà que travailler. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que c'est quand même une problématique de même si tu veux retourner dans une ville moyenne, c'est pas aussi facile que ça. C'est ça. Après, je pense que déjà, dites-vous que quand vous allez acheter votre premier bien IMO ou que vous cherchez à investir, en fait, déjà, faut vachement se détacher de ce que vous achèterez pour vous et du coup de la localisation. Tu vois, on peut pas se dire ouais, j'habite Montpellier, donc je vais acheter forcément à Montpellier. Ça, déjà, c'est à mon avis, c'est une mauvaise réflexion parce que ça va vite vous borner. Vous allez vite voir qu'à Montpellier, c'est du 4% de renta qui vous attend. Paris, je pense que c'est négatif, la renta. Du coup, on appelle ça plutôt une stratégie patrimoniale. Mais déjà, détachez-vous de l'idée qu'il faut investir dans la ville où vous habitez et que le bien que vous allez chercher à acquérir, c'est un bien dans lequel vous vous projetez. Pas du tout. Nous, on cherche de la renta, on cherche un bien qui pourra être loué à un prix convenable et qui rapporte suffisamment d'argent par rapport au prix que vous investissez. Donc déjà, on va se détacher de la grande métropole pour toutes les raisons qu'on a dit en fait. Généralement, elles sont trop chères. À moins que vous vouliez faire du patrimonial, et nous, franchement, on vous le dit, c'est pas ce qu'on recommande. C'est pas la bonne strat. On a déjà rencontré des investisseurs qui en faisaient. Bon, vous le savez, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on veut faire parce que le cash flow, ça a plein d'intérêts. Ça a déjà l'intérêt principal, c'est un peu l'intérêt long terme. C'est le premier qu'on voit, même si pour moi c'est pas le plus important, c'est celui que peut-être un jour, si t'as assez de biens, tu peux en vivre. Mais la réalité, c'est que le premier intérêt du cash flow, c'est déjà que ton bien, il se paye tout seul. Que si jamais t'as des dépenses imprévues, comme en fait t'as plus de cash que ce qui te coûte, mais en fait il te reste encore de l'argent pour pouvoir éventuellement payer un éventuel problème que tu pourras avoir sur celui-ci. Alors que si tu fais du patrimonial, des fois tu vas être ce qu'on appelle en cash flow négatif. Ouais. Donc entre guillemets, il te coûte un petit peu d'argent de ta poche tous les mois. Et si en plus tu te retrouves par exemple un bien dans une copropriété, tu as des travaux qui n'ont pas été prévus, si par exemple tu as une toiture à changer sur un immeuble de rapport, des choses comme ça. L'ascenseur, t'imagines ? L'ascenseur, tu vois, c'est des choses où entre guillemets tu vas te retrouver avec beaucoup de frais à payer. Est-ce que pour une plus-value incertaine, du coup, parce que bon, à part les villes comme Paris, en soi, tu sais jamais à combien va être ta plus-value, tu vois. Tu sais que c'est cher, tu sais qu'à l'instant T, ça se revend tant, mais au final, t'as un cash flow négatif et t'es même pas sûr de récupérer ton oseille, tu vois. En plus, moi, c'est l'autre problème, je trouve, de la stratégie patrimoniale, c'est qu'il y a trop d'incertitudes sur la plus-value. C'est une incertitude déjà qui va venir du marché immobilier. Je sais pas exactement comment ça va évoluer dans les années futures. Ça va dépendre aussi de l'activité économique, parce que forcément, si entre guillemets c'est la crise, s'il y a des crises financières, s'il y a du chômage, entre guillemets, c'est des choses qui viennent peser quand même un petit peu sur les prix de l'immobilier. Tu vas également avoir en plus un risque de faire confiance à des mairies qui sont complètement zinzin, tu peux le dire. Ouais, exactement, complètement zinzin. Donc entre guillemets, à tout moment, ils te mettent 3 HLM en face de ton immeuble et forcément, ta plus-value, tu peux faire une croix dessus. Tu peux aussi avoir plutôt que vraiment la question du quartier, tu peux aussi avoir l'évolution de la ville. Tu vois, t'as des villes qui étaient attirantes qui le deviennent moins parce qu'elles sont dans le top des villes où il y a le plus de délinquance en Europe, tu vois. Montpellier, Marseille, c'est des villes Exactement. Donc c'est pour ça que moi la stratégie patrimoniale, c'est un truc qui me pose assez problème. Je préfère être sur une stratégie de cash flow où je sais que je revendrai jamais ça des 1000 et des 100, que aller au mieux j'aurai une petite plus-value sur le prix auquel je l'ai payé, mais je sais qu'en revanche j'aurai encaissé mes loyers pendant toute ma durée d'exploitation du bien, ou alors que je vais faire une bonne affaire à l'achat, mais ma bonne affaire à l'achat me permettra que quoi qu'il arrive, j'ai au moins une petite plus-value à la revente. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. En plus, on sous-estime aussi un autre problème que vous allez avoir dans les grandes villes, c'est la fiscalité locale, les taxes foncières qui vont être hors de prix, les charges que vous allez avoir dans les copropriétés qui sont souvent plus chères également dans les grandes villes que dans les petites. Ça, c'est des choses qui en plus viennent peser sur votre rentabilité. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où on n'a jamais trop insisté dans ce podcast, mais plus ça avance, plus je me rends compte que c'est super important de voir un peu les choses comme ça. Mais on regarde de plus en plus notre rentabilité brute, moins la taxe foncière. C'est un sujet que j'aborde de plus en plus avec les investisseurs qu'on accompagne parce que effectivement entre guillemets si tu fais un 12% de renta mais ta taxe foncière c'est 3 mois de loyer, entre guillemets c'est pas fou, vaut mieux faire un 10% de renta que ta taxe foncière ça soit un demi-mois de loyer, tu gagneras plus d'argent à la fin, tu vois. D'ailleurs ça nous est arrivé la dernière fois, je t'en ai même pas parlé, mais je reçois une proposition d'achat de bureau intéressante sur Montpellier par mail. De temps en temps, je regarde, tu vois. Et là, je regarde le prix d'achat au mètre carré, ça a l'air intéressant. Je regarde combien on peut louer, c'est intéressant aussi. Et je regarde la taxe foncière et je vois que la taxe foncière, c'est 3 mois de loyer. J'ai refermé, j'ai même pas répondu à l'agent immobilier. Je veux dire, quand ta taxe foncière, c'est 3 mois de loyer,
Bah oui, il y a un problème, quoi. Bah ouais, et le problème, c'est que ça risque d'augmenter dans les grandes villes parce qu'au final, c'est là où les taxes foncières explosent le plus. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet quand vous voulez être un investisseur rentable. Il y a un truc aussi sur les grandes villes, je pense qu'aller du 10% ça peut se trouver, mais pour moi, il faut avoir vraiment un off-market, accessible et la vérité, c'est que, bah, nous, on a des agents, commerciaux qui nous en proposent du off-market. C'est c'est difficile à trouver et en fait, souvent, le off-market le plus intéressant, encore une fois, factuellement, c'est jamais dans les grandes villes. Tu vois, on va toujours nous proposer, je pense que la meilleure ville dans laquelle on peut nous proposer du off-market, c'est Nîmes, à la limite. Mais Montpellier, le peu de fois où on en a eu, c'était pas fou, quoi. Ouais, c'est vrai que le off-market à Montpellier, en fait, il y a tellement de marchands de biens aussi parce que je Ouais, je pense que pense que ça va être ça c'est aussi. quelque chose qu'on a basé sur les grandes villes, c'est la concurrence aussi. C'est-à-dire que Les francs-maçons. quand vous voulez faire non mais quand vous voulez faire Bah, si. une bonne bah, c'est pas là-dessus que j'allais rebondir, c'est simplement que quand vous voulez faire une grosse négociation entre guillemets, être dans une zone où il y a rien, bah ça vous permet de pouvoir vous dire OK, en fait, je suis le seul à avoir visité ce bien ce mois-ci. Ah, quand Donc tu dis: «Il y en a à 7%», en fait, ils y vont quand même, donc il y a même pas de prix de baisser pour ah toi, tu vois? exactement, donc en fait, quand vous êtes le seul à avoir visité un bien, sur un mois, bah, vous savez que si vous voulez prendre 2 semaines pour faire une offre un peu agressive et laisser le vendeur, réfléchir, vous pouvez. Honnêtement, dans une grande ville, effectivement, il y a beaucoup plus de monde. Si vous voulez être très agressif sur le prix, il faut vraiment que vous ayez entre guillemets «un peu de chance» parce que sinon, en fait, il y a quelqu'un qui risque de passer après vous et faire, une offre par-dessus, quoi. C'est ça. Donc première solution, on l'a dit tout à l'heure, ça serait du coup d'investir en dehors de la grande ville, mais pas non plus, à 200 kilomètres, quoi. Je pense qu'un rayon de 45 à 1 heure de voiture, Je trouve toujours de la renta. franchement, ouais, même un peu avant. Enfin, nous, Ouais, du coup, on habite Montpellier, bah, il y en a plein qu'on a, allez, à 40 minutes de voiture, c'est trouvé, quoi. Donc en vrai, déjà, regarder un petit peu les villes. Tu vois, comment est-ce qu'on peut savoir quelle ville on vise? Je pense peut-être d'abord les villes, soit qui ont vraiment grossi en termes d'acquisition d'habitants, soit on va dire en tout cas nous dans notre région, je pense aux alentours de 10-15 000, c'est déjà des bonnes villes en fait. Assez tout à fait. dynamiques pour avoir un tissu économique et donc forcément une besoin en logement. Tout à fait. Ou alors tu peux aussi avoir un autre type de ville qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui tu as beaucoup de villes moyennes qui se sont un peu trop appréciées. Tu vois, on peut citer des Reims, on peut citer des Orléans, on peut citer des Alençon, on peut citer des Rouen, Caen. Tu vois, c'est énormément de villes où en soi on n'a pas encore les prix des grandes métropoles, mais on est des fois On s'en au-dessus. rapproche un peu, ouais. On s'en rapproche parce que on est à 2500, 3000 euros du mètre carré, tu vois, voire parfois un peu plus en fonction des quartiers. Donc tu quittes un peu l'immobilier rentable et sur ces villes-là même, c'est compliqué de faire de la rentabilité. En revanche, toutes les petites villes périphériques, quand je dis les petites villes, ça peut des fois même être les villages. Après les villages, faut pas imaginer un hameau de 100 habitants et encore, tu peux trouver de la rentabilité dans un hameau de 100 habitants. On a des investisseurs qui le font, tu vois. Donc c'est pour ça que il faut mieux aller autour de ces villes-là et en général, c'est là que vous allez pouvoir trouver des gigas à faire. Mmh. Et d'ailleurs, bah, rien que pour savoir un petit peu, essayez de vous balader un peu dans les villes, là, vous passez le week-end, hop, vous allez, je sais pas, boire un café l'après-midi, faites-vous une idée du centre-ville, regardez un peu les annonces sur Le Bon Coin. N'hésitez pas aussi à booker quelques visites, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter, au moins pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance de la ville, de la population qui y vit, et cetera. Ça permet déjà de se donner une bonne idée et souvent, vous pouvez avoir des belles surprises, des villes où vraiment que vous soupçonniez pas. Là, au Tout à fait. final, ça va être pépite, quoi. Exactement, sans oublier que souvent vous n'aurez pas les problèmes des grandes villes dans ces villes-là, Ouais. c'est-à-dire que typiquement la délinquance elle va être alors elle est pas inexistante, faut pas exagérer, mais ça sera pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en fait bon ça va être de la délinquance, ça va plutôt être un peu trafic de drogue, cambriolage, mais je veux dire vous allez pas avoir de raquettes ou de bagarres dans les rues par exemple parce que Oui, ça craint pas dans la rue, voilà quoi. exactement c'est pas craignos donc entre guillemets la délinquance vous ne la voyez pas et c'est déjà beaucoup mieux par rapport au centre-ville de beaucoup de grandes villes françaises. Et en plus, des fois, on peut se dire, non, mais personne veut vivre là. Et en fait, on se trompe. C'est des zones où il y a énormément de demandes locatives, tout simplement parce que, on en parlait un peu en début d'épisode, bah, vous avez des jeunes qui veulent revenir habiter dans ce genre de zone. Et en fait, quand vous avez habité dans un chouette appartement dans une grande ville, quand vous revenez chez vos parents, vous voulez pas habiter dans un taudis qui a été rénové dans les années 70, quoi. Vous l'habitez dans quelque chose d'à peu près rénové, d'à peu près neuf. Et en fait, il y a une grosse demande pour les appartements rénovés. Et c'est là que vous pouvez être un investisseur rentable, c'est reprendre des vieux appartements
appartements qui sont complètement à rafraîchir, les refaire proprement et les louer justement à des gens qui sont prêts à même payer plus cher. Parce que justement, si vous étiez jeune actif, vous travaillez à Paris, vous mettiez à 800 ou 1000 euros par mois dans votre loyer. En fait, si vous revenez dans la région de vos parents, si la plupart des appartements ça vaut 300 balles, en fait vous êtes prêt presque à mettre le double. Alors je l'exagère un petit peu, mais si on va dire si un studio c'est 300 balles, vous êtes prêt à mettre 450, 500 balles dans un studio s'il est aussi sympa que celui que vous aviez à Paris, par exemple. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime parce que c'est vrai que si vous regardez sur le Bon Coin, que vous voyez des apparts qui se louent 300 euros dans des zones comme ça, vous dites ah bah non, l'immobilier là-bas ça vaut rien, c'est pas rentable. Ouais, mais en fait les apparts à 300 euros ils sont éclatés, tu vois. Ils sont moches, ils sont parfois sales, ils ont pas été rénovés, ils sont pas du tout pratiques, ils sont pas lumineux, ils sont pas isolés. Vous, quand vous faites des trucs propres, franchement, vous pouvez vous mettre sur le haut de la fourchette du marché, voire des fois un petit peu au-dessus. Il y a des gens qui seront prêts à louer ces biens-là parce qu'en fait, vous avez pas de concurrence là-dessus. Tu sais comment, en plus, on peut le dire parce que nous, du coup, on a dans une même ville, on a des petits loyers. Ce qu'on appelle petit loyer, c'est entre 350 et 400 euros pour un studio. Et on a déjà des investisseurs qui sont du coup de la région qui investissent dans cette même ville et qui ont acheté des appartes dans la même ville, même pas très loin de là où on est, et qui arrivent à louer entre 600 et 700 euros leur appartement, quoi. Donc comme quoi, et eux ils sont du coup dans le haut. Après c'est pas le même type d'appart non plus, mais comme quoi c'est faisable, tu vois. Tout à fait. Donc effectivement, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Si on veut absolument rester dans notre ville parce que pas de voiture peut-être, ou vraiment trop frileux de partir à 1 heure de chez soi, tu sais, pas de maîtrise ou ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, faut savoir que ce sera plus difficile. Moi, je trouve aussi, ouais. C'est C'est toujours pas pareil. l'option que je choisirais, mais pourquoi Voilà, pas. c'est ça. L'option 1 qu'on vous donne de vous éloigner, c'est vraiment le plus facile pour trouver de la renta facilement. Dans l'option 2, ça sera un peu plus difficile. Déjà, il faudra être très réactif parce que les négociations, c'est un peu ce qu'on vous disait, elles seront plus courtes. Donc, ça sera plus difficile de pouvoir avoir des baisses de prix intéressantes. Mais globalement, vous allez devoir soit optimiser des biens que le vendeur n'aura pas fait, soit aller sur des niches un peu plus poussées dans l'immobilier. C'est-à-dire que dans les grandes villes qu'on vous parle, c'est possible de trouver en revanche du local commercial et du bureau à plus de 10% de rentabilité. Ouais. Sauf peut-être Paris, où à ce moment-là, on sera pas sur du 10%, on sera plutôt sur du 8%, je pense. Ce qui est OK hein, pour Paris. Ce qui est déjà très bien. Hein. Franchement, sur Paris, sur les appartements, ouais, t'es entre 3 et 5%, tu vois. Donc, si t'arrives à faire du 8 sur du bureau, c'est très bien. Mais par contre, tu peux faire du 10% sur du bureau, sur des locaux commerciaux à Montpellier, à Nantes, à Toulouse, même sur des villes comme Nice, comme Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ça se trouve. Simplement, voilà, il y a moins d'offres. Vous avez aussi moins de concurrence. Faut savoir comment chercher, faut savoir être réactif. On peut pas trop se permettre de tergiverser longtemps quand vous trouvez un truc intéressant. Faut connaître un petit peu d'agent immobilier aussi. Mais voilà, c'est faisable. Vous pouvez imaginer faire ce type d'investissement. L'autre choix, ça va être de suroptimiser un bien en habitation. Une colocation, par exemple. Ouais. Et effectivement, on a encore des investisseurs qui arrivent à faire du 10% de renta sur des colocations à Montpellier, qui est pourtant une ville chère. Je pense qu'on peut également faire encore des colocations sur des villes comme Nantes, voire même peut-être comme Toulouse. Ouais. Vous allez avoir quelques villes qui seront un peu inabordables, en tout cas 10% de rentabilité. Ça sera Bordeaux, Lyon, Paris, je pense, qui seront un petit peu Strasbourg aussi, je pense qu'ils seront assez compliqués à faire pour avoir du 10% en colocation, sauf à vraiment passer sur des colocations haut de gamme. Le problème, c'est que gestion, ouais, c'est la gestion parce que forcément, qui dit haut de gamme dit que vous allez avoir des locataires un peu plus difficiles et entre guillemets, il faut que vous arriviez avec vos coûts travaux à vous rentabiliser par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est pas si facile que ça. Ou alors, ça va être de faire une exploitation mixte, de faire colocation par exemple 9 mois dans l'année, Airbnb sur 3 mois. Faire que du Airbnb, encore une fois, dans les grandes villes, ça peut s'entendre parce que vous avez de la demande. Le problème, c'est que souvent, ils vont vous mettre des blocages, c'est-à-dire que votre bien, vous n'allez pouvoir le laisser en Airbnb que 2, 3 ou 6 ans en fonction des villes et des règles qu'ils appliquent. Et la problématique, c'est que du coup, si vous ne pouvez faire votre Airbnb que sur, allez, on va dire que sur 3 ans, combien vous allez louer après ? Ou alors, il faut déjà anticiper que vous ferez une colocation quand vous pourrez plus faire le Airbnb. Et en plus, vous avez quand même le plafonnement des loyers, donc il faut justifier quand vous faites une colocation, pourquoi vous louez plus cher que le prix maximum fixé par la mairie. En fait, c'est pas infaisable, hein, mais il faut juste savoir dans quoi est-ce qu'on se lance, sachant que vous le savez, nous on n'est pas des giga fans du Airbnb, de la coloc. Pourtant, t'en fais quand même avec nos investisseurs, mais quand le bien s'y prête, la vérité c'est que
Et quand tu commences aussi, Et c'est pas quand tu pareil. commences parce qu'ils ont du temps, et cetera, la vérité, c'est qu'il y a très peu de biens qui s'y prêtent. Donc quand ça s'y prête, effectivement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut choisir. Mais après, voilà, faut pas partir avec l'idée. Pour moi, tout ce qui est coloc et Airbnb, c'est à la limite pas du hasard, mais quasiment, tu vois. Tu tombes sur un bien qui paraît, qui pourrait être rentable et à la limite, voilà, l'idée, tu te dis: «Bah, celui-là, c'est forcément un coloc pour que ce soit rentable». Mais pour moi, c'est pas ce qu'il faut chercher. Enfin, en tout cas, hein. Donc Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pareil, je rebondirais aussi sur autre chose qu'il faut mieux exclure dans les grandes villes parce que vous allez perdre du temps là-dessus, c'est tout ce qui est cave, parking, garage. ouais, je comprends pas la hype autour de ça. En fait, Enfin, quand on paye 15 € la soirée de parking à Paris, je comprends, mais je te jure que j'en ai oui, encore mais le là. problème, c'est que tu feras de la location longue durée sur ton parking ou sur ta Ouais, cave. Donc, bon, t'arriveras pas non plus à faire des rentas de dingue. Alors oui, c'est plus rentable que de l'habitation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est moins intéressant qu'à l'époque. Tu faisais du parking à Paris, il y a 10 ou 15 ans, oui. Là, aujourd'hui, bon, c'est pour faire du 7% sur du parking. Le problème, c'est que c'est des toutes petites opérations. À moins que t'arrives vraiment à racheter des lots de 8, 9, 10 parkings d'un coup. Tu fais des toutes petites opérations. Alors oui, t'es un peu plus rentable, mais c'est plus chiant à gérer. Et en plus, il faut acheter combien de parkings pour être, je sais pas moi, juste pour dégager 3 000 € de cash flow, tu vois, faut s'amuser à faire le calcul, mais encore ça dépend de la renta que tu arrives à en tirer. Donc c'est pour ça que moi, parking, cave, garage, j'aime bien quand c'est des biens annexes d'autres oui. choses que vous achetez. Par exemple, je sais pas, vous achetez un local commercial avec 3 places de parking, ça peut avoir du sens de louer les 3 places de parking à part, si c'est faisable. Maintenant, ça vaut pas le coup de ne faire que du parking, de la cave ou du bureau, y compris dans les grandes agglomérations. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, il y a des gens qui ont, tu sais, nous, c'est pas notre carte, mais il y a des gens qui savent très bien faire les travaux eux-mêmes. Est-ce que là, du coup, il y a les biens, tous ceux qui sont, tu sais, vraiment les trucs pourris, quoi, où il faut tout changer, le sol, le plafond, les lecs, les évacuations, enfin la plomberie, ceux qui veulent se lancer dans le périple qui est Enedis. Si vous avez de l'expérience en travaux, je pense que peut-être que là, ça vaudrait le coup de se pencher sur ce genre de bien. En ville, hein, je veux dire. Alors, toujours pas Paris, parce que, à mon avis, Paris, il y a tellement de marchands de biens que ça, à mon avis, complicado à trouver. Mais franchement, Montpellier, je suis sûre qu'il y a des trucs pétés en ville que tu trouves. Et si t'es chaud de te chauffer à l'urbanisme, à Enedis, etc., Merlich, hein, il y a moyen quand même de faire... Mais en soi, c'est juste que tu fais de l'économie sur ton bien avec les travaux que toi tu fais et tu as la main-d'œuvre en moins, quoi. Faut Alors, avoir du temps aussi. ça, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est toujours un peu la direction que j'impose quand on veut faire des travaux soi-même, c'est que je dis toujours que ça doit être rentable, même si tu payes quelqu'un pour faire des travaux, et que le fait que tu les fasses toi-même, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau pour améliorer ta renta. Donc pour moi, faire des opérations en se disant ça va être rentable si je fais les travaux moi-même, Bon, moi je suis pas fan. Alors ok. oui, pour ceux qui peuvent, oui, si vous faites une meilleure rentabilité, mais entre guillemets, je veux pas que tu partes sur un investissement qui est à 7%, tu te dis ouais, mais si je fais les travaux moi-même, je serai à 9,5, tu vois. Ah, toi, c'est trop hypothétique, du coup. C'est toujours, tu prends déjà le risque que tu puisses pas aller au bout si tu te surestimes en termes de travaux. Si jamais tu te blesses, tu te rends compte que t'as pas le temps. En plus, si ça se trouve, en fait, tu fais les travaux sur tes soirées et week-ends, tu vas prendre un an pour rénover le Ouais, toujours bien. ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, honnêtement, faire les travaux soi-même, c'est OK si le bien est déjà rentable en payant une entreprise pour le faire et tu décides de garder éventuellement certains postes à ta charge pour baisser un peu le montant de travaux et du coup augmenter d'autant ta rentabilité. Mais je sois pas sûr que ça soit forcément la direction à prendre en se disant, bah vas-y, je suis à Montpellier, je veux faire du meublé rentable, je vais acheter des apparts pourris, je vais les rénover moi-même pour faire 10%. Je suis pas forcément certain que ce soit le meilleur calcul. OK. Sauf si c'est ton métier. Ouais, quand c'est ton métier, c'est pas pareil. Ah, mais généralement, si c'est ton métier, il y en a peu qui habitent, grande métropole, Oui. tu vois? Donc En général, honnêtement, ce qui marche bien, et si vous voulez aller avancer loin dans l'investissement, et un peu c'est ce que nous on a fait, c'est qu'il faut habiter dans la grande agglomération et faut investir en dehors. ouais. Et oui, ça fera un peu de trajet, faut une voiture, mais franchement, c'est comme ça que vous arriverez à concilier deux mondes où le revenu intéressant que vous avez en CDI qui vous permet d'emprunter auprès de la banque, vous l'avez parce que vous travaillez dans une grande agglomération et vous investissez là où c'est pas cher. Tu vois, moi, ça me faisait plus, ça m'embêtait plus de faire 40 minutes le matin pour aller travailler dans la même métropole et le bureau Oui. qui se trouve à 5 kilomètres de là où on habite, plutôt que de faire, 60 kilomètres, 40 minutes pour aller, voir un de nos biens, tu vois?
Je suis totalement d'accord avec toi. Donc en soi aussi, c'est peut-être juste une histoire de perception, de voir un peu le temps où est-ce qu'on Tout à peut fait. l'allouer. Voire des fois aller un peu plus loin. Moi, j'aime pas la strate d'aller à l'autre bout de la France. Nous d'ailleurs, On l'a fait, on a un bien c'est à 4h30 de route. C'est très chiant. Maintenant, allez, si vous devez aller jusqu'à 1h30, voire 2h de chez vous, c'est encore faisable. Ouais, j'avoue. Donc voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Donc c'est pas impossible en soi quand vous habitez dans des grandes métropoles, d'investir dedans, c'est plus compliqué. Le mieux c'est quand même de viser des villes à côté. Donc bah n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des conseils aussi à apporter, parce que des fois j'aime bien, il y a des auditeurs qui réagissent et donnent des conseils supplémentaires qu'on n'aurait pas donnés, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram. On vous partage un peu notre vie d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À Salut, bientôt, ciao. ciao.